À l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour midi. C'est l'heure du grand journal. Au sommaire, les 22 étudiants de l'université de Dakar libérés au bénéfice du doute. Le verdict vient de tomber. Quant au recteur de l'université de Dakar, il appelle à un dialogue impliquant toute la communauté universitaire. Salou Ndiaye était en conférence de presse il y a quelques instants. Même appel lancé par la RADDHO et le PIT. Corniche ouest de Dakar, le mur de l'ambassade de la Turquie tombe. Les populations ne cachent pas leur joie de retrouver leur corniche. Ranérou-Ferlo, le calvaire des populations se poursuit. Le forage de la localité ne fonctionne toujours pas. L'actualité internationale, c'est avec Binta Diallo. Bonjour Binta. Bonjour Antoine. Les suites de l'attaque de Kidal au nord Mali, Soumaïla Boubaye Maïga démissionne de son poste de ministre de la Défense. Le scepticisme des États-Unis, Washington pas convaincu de la possibilité du Nigeria de libérer les jeunes filles enlevées par Boko Haram. Et puis en Tunisie, le domicile du ministre de l'Intérieur a attaqué. Des policiers ont été tués. L'actualité des sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour Antoine Diouf. Il y aura du football, beaucoup de football. Exactement, avec disons cette Coupe du Monde qui va démarrer dans quelques jours au Brésil, mais actuellement des grèves et manifestations rythment le quotidien des Brésiliens. Vous entendrez notre correspondant au Brésil, Détouba Pondiaï. Nous allons aussi présenter l'une des équipes qualifiées à cette Coupe du Monde, et ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'équipe championne en titre, l'Espagne. Nous allons terminer avec la lutte avec le titre de roi des arènes, mise en jeu le 8 juin prochain. Bande sonore des deux prétendants, Balagaï numéro 2 et B52 de Bourg-Bombardier. Ils étaient tous invités de l'émission matinale Yeoulen de la télévision Futur Média. En fin d'édition, l'historique de la Coupe du Monde avec El Hadj Abdoulaye Diaw. Et puis, débat interne au Parti Socialiste à quelques jours du congrès de cette formation politique. Comment voyez-vous tout cela? Point de vue vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. La justice libère les 22 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au bénéfice du doute. Ces pensionnaires de l'UCAD étaient poursuivis pour destruction de biens publics, entre autres. C'est un verdict d'apaisement qui a été rendu selon la défense. Mantouré. Libres, ils sont libres de tout mouvement, d'aller et de venir, de humer l'air délicieux de la liberté. Le juge en a décidé ainsi. Le tribunal relaxe ces 22 étudiants purement et simplement au bénéfice du doute. Maître Moustapha Diagne de la Défense. La justice, après une analyse correcte du dossier, a rendu la décision que le peuple sénégalais a. Un pas vers la paix, vers l'apaisement du climat social. Les étudiants aujourd'hui ont baissé leur garde. Hors de question de manifester. C'est la paix des braves. Cette décision participera de l'apaisement de l'espace universitaire. Le peuple sénégalais veut la paix, les étudiants veulent la paix, les réclamations sont des réclamations justes d'ordre social. Mais attention, personne n'est pour la casse, une leçon sûre pour ces étudiants. Personne n'est pour la casse. C'est des espaces quand même où la liberté syndicale s'exprime. Les étudiants ont posé des revendications d'ordre social, le paiement des bourses. Il y a eu quand même une intervention intempestive des forces de l'ordre, il faut le dire, dans l'espace universitaire. Ils ont été torturés, disent-ils, leur outil de travail détruit. La défense s'est hier constituée en partie civile pour réclamer 150 000 francs CFA par étudiant. Maître, vous en êtes où? Nous allons nous concerter en collectif et nous informerons l'opinion en temps opportun de la conduite à tenir. Parce que des biens appartenant aux étudiants ont été saccagés dans les chambres d'étudiants. Les apprenants ont averti, menacé, mais la justice a tranché en faveur de la paix, tout simplement. Mantouré, merci. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui faisait face à la presse il y a quelques instants, appelle à un dialogue au sein de la communauté universitaire et d'appeler, d'après Salou Ndiaye, la violence à l'UCAD et du fait d'une minorité. Et puis en ce qui concerne le master pour tous, il soutient que c'est impossible. Nous y reviendrons avec Mohamed Ali Mouba. Le PIT se prononce sur la crise universitaire. D'après le Parti de l'indépendance et du travail, une solution pertinente sur cette crise s'impose, tout comme une réflexion à froid permettant de renouer avec des postulats devant être acceptés par tous les acteurs. Comme solution de sortie de crise, le PIT propose l'examen des voies les meilleures
pour la libération des étudiants arrêtés, ce qui est déjà fait. Le départ des forces de police de l'espace universitaire pour permettre les étudiants devant leurs responsabilités de reprendre leurs études. Une réflexion diligente pour explorer concernant les masters une solution exceptionnelle de transition entre la situation d'avant LMD et les exigences du LMD. Puis le PET propose une meilleure implication des organisations de parents, d'élèves et d'étudiants au fin de conférer à celle-là un statut consultatif sur toutes les questions qui touchent à l'éducation et à la formation. À propos de la crise universitaire, toujours la RADDHO a dépêché une mission d'enquête pour s'inquérir de la situation. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme condamne les actes de violence et appelle au dialogue. Elle demande également au gouvernement de veiller au respect scrupuleux des franchises universitaires. Et puis la RADDHO exige du ministre de l'Enseignement supérieur le retrait immédiat des forces de l'ordre, le paiement des bourses et l'assistance médicale aux étudiants blessés. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Tambacounda, après 5 mois de boycott des cours et la rétention des notes, les 150 professeurs contractuels de philosophie ont décidé de boycotter les anticipés de philo. Ils ont refusé les propositions qui leur ont été faites. Moussa Omar Gueye. Les anticipés de philo, nous ne participerons pas à cela. Les 150 professeurs contractuels de philosophie de la région de Tambacounda qui sont en mouvement depuis plus de 5 mois rejettent en bloc les propositions des autorités universitaires. Mohamed Ali Djedjou est coordonnateur national des contractuels de philosophie. À notre grande surprise, l'université a rétrogradé totalement les sociologues qui sont titulaires d'une maîtrise, titulaires d'un DA ou d'une thèse de sociologie à reprendre la licence 3 de philosophie, ce qui est totalement inacceptable. L'autre problème, c'est que l'université exige des cours en présentiel. Comment des gens qui sont à Tamba, Matam, Ziguinchor ou ailleurs dans le Sénégal peuvent faire des cours en présentiel, ce qui est également inacceptable. Ces grévistes qui comptent aller jusqu'au bout de la lutte comprenaient l'obtention d'une intégration dans la fonction publique ou d'une formation professionnelle décident de durcir le ton. Mohamed Ali Djedjou. Jamais nous n'avons vu dans l'histoire du Sénégal cet état également, jamais nous n'avons vu également cette injustice. Parce que si on pose la question à savoir pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation, pourquoi nous avons boycotté, qu'on se pose la question, est-ce que quelqu'un à part nous a subi cette injustice? Aujourd'hui, l'État a trouvé le moyen de leur former en histoire et en géographie et voilà qu'ils sont titularisés derrière notre dos. Comment refuser la titularisation des sociologues qui, eux également, ont fait des modules en philosophie? En attendant de trouver une solution durable, ce sont les élèves des classes de terminale qui subissent les conséquences du boycott des cours de philosophie par les professeurs contractuels. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. Tout autre chose maintenant, après l'entente trouvée par les autorités sénégalaises et celles turques à Dakar, le mur de la Corniche Ouest a été démoli. C'est là qu'une nouvelle ambassade pour la Turquie devait être érigée. Mais face au refus du collectif pour la défense du littoral, l'État a reculé. La démolition de ce mur sur la Corniche Ouest est bien appréciée par les populations. Témoignage dans ce reportage signé Mamadou Amardion. La destruction du mur de l'ambassade de Turquie à Dakar, une excellente nouvelle pour Salif Mbaye. C'est le mur de la honte, sérieusement. Comme on a pu le démolir, je suis vraiment fier de ça. Parce que bon, c'est une décision qui nous réconforte, nous les populations du Sénégal. On en avait besoin, quoi, sérieusement. En tenue de sport, Salif est soulagé. Ouf, que c'était dur. Mais oui, l'air rentre. Quand j'ai passé, automatiquement, j'ai aperçu le mur là, bon, l'air m'a entré. Bon, l'air rentré, bon, j'ai pris. Vraiment, c'est... Non, tu peux pas l'expliquer, quoi. Sérieusement, bon, je suis content de ça, quoi, sérieusement. Parce qu'il y a l'air qui rentre maintenant. Ouais. Oumou travaille dans les environs, visiblement pressée. Malgré tout, elle s'arrête pour exprimer sa joie. Puisqu'on a retrouvé la paix, alhamdoulilah. Ça circule, ouais, ça circule, ouais. Tout est libre, en fait. Sur la mer, on voit tout. La joie, rien que la joie, parce que la paix est de retour, après plusieurs manifestations. C'est mieux comme ça, il y a la paix, l'air circule comme il le faut, et puis il y a une superbe vue sur la mer. Pour fuir le stress et le tintamarre au campus, Adama Dieng, étudiant en droit, n'a qu'une seule idée, aller prendre l'air pur sur la corniche. Parce que c'est un milieu sain, je travaille avec le climat, avec l'espace,
C'était bien de rester ici, quoi. Vous êtes présentement là pour prendre l'air, mais aussi pour réviser? Oui, pour mieux réviser, quoi. Au-delà de cette démolition du mur de la honte, ou du moins du projet de construction de l'ambassade de Turquie à Dakar, ces citoyens veulent que le littoral soit préservé. Mamadou Amar Ndion, le forage de Ranérou-Ferlo, toujours en panne, les populations continuent d'en souffrir, tout comme le cheptel. Pourtant, il y a 48 heures, on annonçait l'arrivée d'une pièce de rechange pour faire redémarrer le seul forage de la localité. Correspondance à Liban Elnian. Le calvaire se poursuit pour les populations de Ranérou-Ferlo. La réparation de la pièce défectueuse ne permet toujours pas la remise en marche du forage. Malgré le déploiement de 3 citernes, l'accès à l'eau pose toujours de sérieuses difficultés dans cette zone sylvopastorale du Ferlo, où population et bétail ne savent plus à quel sens se vouer. Dans la ville de Ranérou, les voix s'élèvent pour s'en prendre aux entreprises qui avaient en charge la réalisation de la route Linguère-Matam. Docteur Omar Ba, conseiller régional, docteur en pharmacie. Le mal de Ranérou aujourd'hui, qui a construit la route Linguère-Matam, une société censée faire des bénéficiaires d'une grande entreprise d'envergure même internationale, qui vient dans une zone aussi pauvre et qui exploite la pauvreté des populations. C'est des contrats mal négociés. Cette entreprise devait quand même créer des forages pour construire la route Linguère-Matam, au lieu d'exercer des pressions sur les ouvrages qui datent de 1952. C'est un problème qui n'a pas été fait. Le deuxième problème, c'est la gestion même de l'eau dans le département de Ranérou. C'est des comités de gestion de forages qui ne sont pas bien formés. Aujourd'hui, on a un panne, mais les questions dites, aujourd'hui, on a que les yeux pour pleurer face à cette situation-là. Si l'État ne vient pas au secours, la situation va s'empirer avec des morts de bétail, ou pire même, on peut avoir même des morts d'hommes. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le Prodam, basé à Matam, a mis à la disposition des techniciens de l'hydraulique un groupe mécanique et électrogène pour soulager les populations. Une solution provisoire, d'autant que l'engin doit être restitué dans les 15 prochains jours. Matam, Ali Bandegna, RFM. Ziguinchor, le nouveau prix du pain est globalement appliqué, mais il y a quelques poches de résistance. Une situation suivie par notre correspondant Abdoulaye Sambou. Une semaine après l'entrée en vigueur des nouveaux prix et poids du pain à Ziguinchor, les autorités en salle de l'application de ces mesures sur le terrain jugent effectives ces nouvelles dispositions. Le Conseil régional de la consommation, qui veille au grain à travers la brigade régionale, sillonne toute la région pour traquer les contrevenants à cette mesure. Pour le commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce qui dirige cette brigade est satisfait de l'application de cette mesure. Matak Samba. Une brigade régionale sillonne les marchés, les quartiers, même les vendeurs de gargotes ont l'objet de contrôle pour vérifier la mise en œuvre effective de ces nouveaux prix et poids. C'est sur toute l'étendue de la région de Ziguinchor, Bignona. Globalement, les nouveaux poids et prix sont respectés. Il n'y a que quelques vendeurs qui n'ont pas appliqué les prix, prétextant qu'ils n'avaient pas l'information. Cette brigade fera des sorties régulières. Tous les jours, nous allons sillonner tout le département de Ziguinchor, ainsi que celui de Bignona et d'Oussi, pour la mise en application effective de ces nouveaux prix et poids. Bon, ici, il faut savoir également que les boulangeries ont été les premiers à être contrôlés. Nous avons constaté que les poids, les prix sont respectés à ce niveau, à quelques exceptions près. Les autorités continuent aussi à traquer le pain tapalapa interdit de circuler sur le territoire communal, et cela à travers des actions combinées forces de sécurité des eaux et forêts et du commerce. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. Retour sur l'actualité judiciaire avec le procès en appel de Modibo Diop prévu aujourd'hui. L'audience a été renvoyée à 2 reprises. L'ex-directeur général de l'ASER a été condamné en première instance à 5 ans ferme. Modibo Diop est en prison depuis plus de 3 ans pour détournement de deniers publics. 12h14. Vous suivez le grand journal sur RFM. L'actualité internationale dans un instant. RFM. L'actualité internationale. C'est une présentation de Binta Diallo. Bienvenue. Merci Antoine. Les contre-coups de l'attaque de Kidal, le ministre de la Défense démissionne. Une semaine après la déroute de l'armée malienne à Kidal, le ministre de la Défense du Mali était, selon RFI, un pilier du gouvernement malien. Il était chargé de la reconstruction de l'armée. Boubaye Maïga a été remplacé par le colonel-major Mbadao, un ancien aide de camp de l'ex-président malien Moussa Traoré ou Moukalsoumba. Souleymane Boubaye Maïga a déposé sa lettre de démission hier en début de soirée. Motif, la défaite de l'armée malienne suite à ses affrontements avec les rebelles Touareg, a indiqué le porte-parole de la présidence. Le président Ibrahima Boubacar Keïta avait plutôt indiqué que le gouvernement n'avait jamais donné son feu vert à l'offensive de Kidal. Une enquête est même ouverte. Le président malien, sur recommandation du Premier ministre, a nommé Bandao, l'actuel ministre de la Défense, a déclaré dans la soirée un représentant de la présidence sur
l'ORTM, la télévision publique. Banao est colonel-major et un officier retraité de l'armée de l'air. Il est diplômé de l'école de guerre de Paris. Il est aussi l'ancien aide de camp de l'ex-président malien, le général Moussa Traoré. La démission de Souleymane Boubeye Maïga survient quelques jours après la lourde défaite de l'armée malienne face à des groupes armés menés par le mouvement national de libération de l'Azawad à Kidal. Nigeria, les États-Unis d'Amérique sont sceptiques en ce qui concerne la localisation des lycéennes enlevées par la secte islamiste Boko Haram. Cela après que le Nigeria a déclaré avoir localisé les 200 lycéennes aux mains du groupe islamiste Boko Haram. Les Américains multiplient les critiques sur la gestion de cette crise par le régime de Goodluck Jonathan. Des détails avec Awambaï. Washington reste le plus impliqué dans la mobilisation pour retrouver les adolescentes enlevées mi-avril, mais les Américains ne ménagent pas leurs critiques envers le régime du président nigérian Goodluck Jonathan pour la gestion de cette crise. L'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo a tenté une médiation avec des intermédiaires de Boko Haram pour libérer les 200 lycéennes que l'armée nigériane a assuré avoir localisées lundi. Je cite, « Nous n'avons pas d'informations indépendantes venues des États-Unis pour corroborer les articles de presse. » Fin de citation, a répondu le porte-parole du département d'État Saki à des journalistes qui l'interrogeaient sur les déclarations du chef d'état-major des forces armées nigérianes, le maréchal Alex Badé, disant savoir où se trouvaient les 223 adolescentes. Questionnée pour savoir si elle trouvait ces affirmations judicieuses, Madame Saki a souligné, je cite, « Pour la sécurité des filles, nous ne discuterions certainement pas publiquement de ce genre d'informations. » Fin de citation. Des responsables du département d'État du Pentagone et du Congrès ont aussi taclé Abuja pour sa lenteur inacceptable à répondre à la crise et pour les violations des droits de l'homme dont son armée est accusée. Binta, Tunisie. Le domicile du ministre de l'Intérieur attaqué, des policiers tués. L'incident s'est produit dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le domicile du ministre tunisien de l'Intérieur a été attaqué par des terroristes. 4 policiers ont été tués. On ignore encore qui se trouvait à l'intérieur de la maison. Pendant l'attaque Égypte, les électeurs aux urnes depuis 3 jours pour élire leur président. Le scrutin a été prolongé pour permettre au plus grand nombre de voter. Le taux de participation est très faible, il est de 37%. Les États-Unis, inquiets de la situation en Libye, Washington recommande à tous ses ressortissants de quitter la Libye, Antoine. Merci Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Débat interne au Parti socialiste à quelques jours du congrès de cette formation politique. Comment voyez-vous tout cela? Point de vue, c'est aux alentours de 12h30. RFM Sport. Rebonjour cher Tidiane Diagne. Rebonjour Antoine Diouf. La page des sports que nous ouvrons avec de la lutte, donc le titre de roi des arènes mis en jeu le 8 mai prochain. Balla Gaye 2 affronte le B52 de Mbour Bombardier. Tous sont passés sur le plateau de Yeoulène, émission matinale de la télévision Futur Média. Balla Gaye, revenu des États-Unis ce matin, s'est rendu directement donc dans les locaux de la télévision Futur Média. Bombardier y était passé hier, morceau choisi de leurs différentes déclarations. En même temps, à quelques jours de l'entame de la Coupe du monde de football, grèves et manifestations rythment le quotidien des Brésiliens. Les choses se passent particulièrement, Antoine, dans les grandes villes du Brésil. Les manifestants réclament de meilleures conditions d'études et la santé pour tous. Tout de même, les autorités déroulent leur calendrier pour un bon déroulement du Brésil. Brésil, la correspondance de Deto Babiaï. C'est le compte à rebours où d'ici 15 jours,
Le langage des ballons va élire domicile au Brésil, particulièrement dans les 12 villes qui accueilleront la compétition et les 32 sélections qualifiées à cette joute. Après 56 ans, le pays le plus titré revient à organiser la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire avec des hauts et des bas. Si les stades sont déjà prêts, tel n'est pas le cas concernant les autres infrastructures liées à l'organisation comme l'agrandissement des hôtels, des aéroports et des routes. Pour la première fois aussi dans l'histoire, la Coupe du Monde ne fait pas l'unanimité au sein de la population qui voit beaucoup de gaspillage dans la construction des stades au moment où les hôpitaux et l'éducation s'ouvrent avec des manques de matériel adéquat. Ce qui est sûr, la population va descendre dans les rues pour manifester contre la Coupe du Monde comme ce fut le cas lors de la Coupe des Confédérations l'année dernière. Pour ne pas être surpris, le gouvernement brésilien a déjà déployé l'armée dans les zones turbulentes comme Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife, Salvador et Brasilia. Loin de toute confusion, la sélection, ou meilleur, les oriverdes se sont réfugiés depuis lundi dans la montagne et le froid de Teresópolis à Rio de Janeiro, où se trouve le centre d'entraînement de Gran Jacomari pour reconquérir le titre perdu en 2006 en Allemagne. Outre le Brésil qui est à la maison, les autres sélections vont débarquer au pays de la Samba à partir du 5 juin avec l'arrivée de la Croatie. Détoubam Ndiaye depuis le Brésil pour la RFM. Détoubam Ndiaye, merci. Nous venons de l'apprendre. Le néerlandais Raphaël van der Vaart ne va pas participer à la Coupe du Monde. Il est blessé au genou et va être opéré. Son indisponibilité donc ne lui permettra plus de revenir dans cette compétition avec les Néerlandais, cette équipe de la Hollande, entraînée par Louis van Gaal. C'est bien cela, Antoine Diouf. Présentation des équipes mondialistes. Aujourd'hui, l'Espagne. Et les vainqueurs de la dernière édition, la 19e précisément, l'Espagne est une sélection à surveiller de très près pour le mondial brésilien. Championne du monde en titre double, championne d'Europe, la Roja est plus que jamais une prétendante sérieuse au titre. Boubacar Kambel Dieng nous présente la sélection hispanique avec sa pléthore de stars planétaires. L'hymne national de l'Espagne. Le monde entier peut encore déguster cette musique le 13 juillet prochain, jour de la finale du mondial brésilien au stade Maracana de Rio de Janeiro, parce que la Roja est une prétendante sérieuse au titre. Les stars planétaires de la sélection hispanique, Fabregas, Ramos, Piqué, Diego Costa, Iniesta et j'en passe, vont justement défendre leurs biens. Un trophée mondial conquis en 2010 en Afrique du Sud devant un de leurs plus difficiles adversaires dans la poule B, les Pays-Bas. Iniesta avait donné la victoire aux siens à la fin des prolongations. Cesc Fabregas, Andrés Iniesta, le ballon est au fond, le ballon est au fond, le ballon est au fond, Iniesta. Premier au dernier classement mondial de la FIFA, double championne d'Europe en titre, l'Espagne, c'est aussi et surtout un excellent sélectionneur. Vicente Del Bosque, premier entraîneur de l'histoire, a gagné 3 titres les plus prestigieux, Coupe du Monde, Euro et Champions League. Face à des adversaires de moindre calibre comme Chili et Australie, les Espagnols partent logiquement avec la faveur des pronostics dans leur poule en compagnie de la Hollande, vice-championne du monde. Voilà, c'est sur fond musical que nous allons terminer cette page d'espoir, Antoine Diouf. Agréable, merci, cher Tidiane Diagne. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue consacré aujourd'hui au débat interne au sein du Parti socialiste. À quelques jours du congrès de cette formation politique, comment vous voyez tout cela? Nous vous donnons la parole. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. En ligne, M. Souti Touré, bonjour. Bonjour. L'ancien ministre, vous êtes aujourd'hui secrétaire général du Parti socialiste authentique, dissident du PS, l'actuel PS, oui. Alors, M. Souti Touré, quel est votre point de vue sur cette situation actuelle au sein de votre ancienne formation, le Parti socialiste? Écoutez, je dois à la vérité d'abord vous dire que je pense qu'il faut apprécier positivement la compétition dans une organisation politique. C'est un moment de démocratie interne. Maintenant, je n'ai pas d'appréciation particulière, de jugement particulier sur ceux qui animent cette compétition ou ceux qui portent
cette compétition. Donc les candidats, je n'ai pas d'appréciation particulière et également je n'ai pas d'appréciation particulière sur le degré de respect ou de non-respect des règles de la compétition. Maintenant, ce que je voulais simplement dire, c'est que ce que je pense, c'est que depuis 2012, avec l'arrivée du président Macky Sall au sommet de l'État, je suis de ceux qui pensent que nous sommes au début d'un cycle politique nouveau dans notre pays. Autrement dit, qui commande des changements, mais qui ne veut pas des changements qui ne doivent pas seulement s'arrêter au changement des hommes à la tête des partis politiques. Les partis politiques eux-mêmes doivent changer de méthode de fonctionnement pour permettre d'aménager la démocratie et d'ancrer la démocratie interne plus solidement. Parce que la compétition, elle est normale, mais il ne faut pas que l'après-compétition soit une façon de règlement, que la gestion se réduise à des règlements de compte ou à écraser les minorités. Chaque fois que les socialistes ont gagné, en tout cas, l'histoire le prouve bien, ailleurs, notamment en France, dont on s'inspire souvent, chaque fois qu'ils ont gagné, c'est parce qu'ils ont eu des moments intenses de débat entre les différentes motions, entre les différentes contributions, et ensuite ils ont pu rassembler. Ça a été le cas. Bon, maintenant, si ça doit être comme un congrès classique, une question d'appareil, les congrès classiques ont leurs limites. Oui, alors vous avez parlé de changement. Est-ce que cela signifie que l'heure est venue pour qu'Ousmane Tanor Dieng passe le témoin? Je vous ai dit que je n'ai pas d'appréciation sur les hommes. Oui, alors. Mais moi, j'accorde. Je fais d'abord, je vous fais part d'une conviction, c'est que nous sommes au début d'un cycle politique nouveau dans notre pays. Bien clair. Est-ce que... Je tire la conclusion qu'il faut, qu'il commande des changements. Ces changements-là, il y aura des changements d'hommes, mais les partis politiques, à mon avis, doivent également avoir en perspective, en tout cas à l'ordre du jour, la nécessité de revoir les modes de fonctionnement pour ancrer davantage la démocratie. Oui, et changement d'homme, pas écraser. Changement d'homme, mais changement de méthode. Est-ce que vous voulez dire que le Parti socialiste, compte tenu de ce que vous avez développé, est en train de donner une leçon de démocratie aux autres formations? Non, je pense pas. Je pense pas. Vous savez, mon point de vue est plus profond que ça. Ce n'est pas seulement la compétition. Pourquoi le Parti socialiste, un parti socialiste comme le Parti socialiste français, accepte les courants, accepte l'émotion? Ce sont là les moments et les sujets et les méthodes les plus enrichissants de la vie de la démocratie interne. Moi, je crois beaucoup au vote entre 2 motions, 3 motions, 4 motions. Je vois ça beaucoup plus démocratique. La compétition entre des personnalités, c'est souvent une question d'appareil, c'est réglé d'avance. Très bien. Merci, Souti Touré, secrétaire général du Parti socialiste authentique, dissident du PS. En ligne, Abdoulaye Wilane, porte-parole adjoint du Parti socialiste. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Antoine. Alors, votre parti à l'épreuve, le PS donc, à l'épreuve du prochain congrès. Le débat s'est installé, Abdoulaye. Quel sens vous donnez à tout cela? Je voudrais d'abord dire que il serait mieux de reformuler autrement votre affirmation. Le Parti socialiste est à l'épreuve de la démocratie à un double niveau. Premièrement, sur le plan du débat d'idées, et deuxièmement, sur le plan du mode de dévolution des responsabilités. Et c'est pourquoi, tirant les enseignements du passé, depuis 2007, nous avons déconnecté au Congrès les questions liées aux joutes et aux compétitions électorales. Nous allons désormais consacrer au Congrès la réflexion. C'est ainsi que d'ailleurs, cette année-ci, le 15e Congrès va traiter du thème « Valeurs socialistes et défis de notre époque ». Dans le document introductif qui est
soumis à l'appréciation des instances de base et des unions régionales ainsi que des mouvements affiliés et intégrés. Il y a 3 mouvements qui ont structuré notre réflexion. Premièrement, nous allons débattre sur le socialisme démocratique à l'épreuve du temps, c'est-à-dire de 1960 à nos jours. Une sorte de bilan, d'introspection. Nous allons interroger notre vécu, notre passé. Dans un second mouvement, nous traiterons de l'accent qu'il est indispensable de mettre sur les défis du XXIe siècle et les solutions socialistes que nous sommes en mesure de proposer. Enfin, la 3e partie devra aborder le rôle des partis, je dis bien le rôle des partis politiques, et singulièrement de ceux qui se réclament du socialisme en particulier. Et cela dans une société en pleine mutation. Alors, il sera donc possible pour les unions régionales, pour les mouvements affiliés et intégrés, de donner leur point de vue à l'ouverture du congrès en plénière. L'ensemble des contributions vont introduire, à côté du rapport moral, du rapport du secrétaire général sortant, les débats au niveau des commissions et des ateliers. Et après le congrès, nous allons amorcer une nouvelle page dans notre vécu en tant que parti politique et des réformes seront forcément envisagées. Quel type de réforme? Pour ce qui est de la dévolution démocratique des responsabilités. Il faut se réjouir de ce que, depuis 2007, nous ayons élargi les bases qui fondent la légitimité, les bases à partir desquelles est conférée au responsable moral du parti une légitimité. Avant 2007, c'était seulement 2500 délégués. Et on comprend bien que dans un congrès, il peut y avoir des motions et les différents protagonistes sont arbitrés par 2500 délégués. Mais nous avons aujourd'hui 138 coordinations. Dans chaque coordination, il y a 200 membres. Le vote n'est pas certes obligatoire, mais nous convoquons ces assemblées générales et au cours de ce vote, il y a vote. Les militants se prononcent. C'est comme si je vous disais que l'Assemblée nationale vote pour désigner X ou Y président. Mais l'Assemblée nationale qui se réunit n'a pas besoin de demander aux députés élus dont on connaît les listes et tout cela, de présenter leur pièce d'identité pour être identifiés. C'est pour dire que le processus qui est en cours, non seulement il est exclusif, que la démocratie moderne n'est pas une démocratie où une majorité écrase ou ignore la minorité. Non, alors, la minorité a... Oui, Abdoulaye, juste, je voudrais quand même vous entendre votre opinion sur la déclaration de Maître Aïssata Tall Sall qui souhaiterait un débat. Est-ce que cela devrait se faire à votre avis ou bien ce n'est plus le moment? Vous savez, je pense que si avant le début du vote, ou le début des votations, pour parler comme les Suisses, on avait envisagé des confrontations idéales entre les deux protagonistes, ou entre les deux camps porteurs chacun d'une motion. On aurait pu avoir des débats idéologiques, programmatiques, sur la doctrine, sur l'économie par exemple, ou sur des questions de société. Malheureusement, nous n'avons pas ce temps-là. Et cette élection, cette compétition est la première du genre. Ousmane Tanor et Aïssata Tall vont être quasiment des cobayes. Ils vont servir d'exemple, de leçon, et ils vont inspirer les générations futures et vont nous permettre d'améliorer notre pratique démocratique et notre gestion de compétition à ce niveau-là. Et même peut-être demain. Aujourd'hui, nous avons presque 27 600 électeurs. Alors qu'avant cela, c'était 2500. Demain, on pourrait avoir des primaires ou des élections pour désigner le secrétaire du parti qui pourraient engager l'ensemble des militants. Cela suppose qu'avant cela, nous puissions maîtriser notre électorat, notre fichier de militants du parti. Et peut-être même un jour viendra où les primaires ne seront pas seulement une affaire de socialistes, ça pourra être des primaires ouvertes à des citoyens. Merci Abdoulaye Wilane. Oui. Terminez rapidement, 10 secondes. Bien notre camarade Aïssata Tall. Nous t'encourageons. Elle a du mérite, comme Ousmane Tanor Dieng en a, sûrement. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que pendant qu'on est en train de voter, on continue à faire dans une campagne électorale des récriminations, des lamentations, et même souvent on fait des accusations qui ne reposent sur rien. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le respect des militants de base. C'est le respect de l'intérêt général, un du parti, deux du Sénégal, parce qu'en la matière, le Sénégal
doit une fière chandelle au Parti socialiste. Merci. 3, des militants qui eux-mêmes se déplacent, passent la journée quelque part pour voter au lieu de confier des responsabilités, un mandat à une personne du parti. Merci Abdoulaye Wilane. Je rappelle que vous êtes le porte-parole adjoint du Parti socialiste. Papa Amadou Fall, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Alors, Pape Amadou, quelle analyse faites-vous de ce débat interne au sein du Parti socialiste? Mais je pense qu'il fallait secouer le cocotier et les socialistes l'ont compris. Parce que ce parti a vécu des moments extrêmement difficiles depuis le départ de Diouf, bien avant même le départ de Abdou Diouf. Ensuite, l'échec en 2000 et c'est vrai les défaites également connues lors des différentes présidentielles font qu'aujourd'hui c'est un moment extrêmement fort pour ce parti qui a dirigé le pays de 1960 quasiment jusqu'en 2000. Je disais qu'il fallait secouer le cocotier parce que tout simplement cette démarche qu'ils ont entreprise en direction de leur congrès donne de la visibilité à ce parti. Et les Sénégalais vont se rappeler au bon souvenir de ce parti en se disant tiens, le parti de Léopold Sédar Senghor et de Abdou Diouf vit encore. Parce qu'après ce qui s'est passé en 2012, après l'élection de Macky Sall, tout le monde se disait mais que devient le Parti socialiste? C'est ça la question centrale, en tout cas aux yeux de l'opinion de manière générale. En faisant ce congrès, et surtout il faut rendre un hommage particulier à Maître Aïssatou Tall Sall, qui vraiment est venu mettre les pieds dans le plat pour dire les choses selon elle, comment cela devrait se penser. Remettre en cause aujourd'hui cet esprit qu'avait lancé donc la direction du parti en disant non, le moment n'est pas opportun. D'autres le disent également, peut-être dans une moindre amplitude, mais en tout cas, tout ceci permet, de manière générale, à ce parti d'espérer se repositionner dans le champ politique pour peut-être d'éventuelles conquêtes en 2017, voire en 2020. Alors, faut-il, Pape Amadou, se limiter justement à cette analyse démocratique de la situation? En d'autres termes, le PS peut-il sortir sans aucun risque de ce congrès? Attendez, vous savez, il y a toujours un risque quand on dit compétition. Il y a toujours un risque. Aïssatou Tall Sall est dans une dynamique où ouvertement elle s'attaque véritablement à Ousmane Tanor Dieng, qui est le leader du Parti socialiste. Mais au-delà de Ousmane Tanor Dieng, c'est pour elle le respect des fondamentaux, des textes donc, qui régissent aujourd'hui ce parti. Pour elle, il ne doit pas y avoir aujourd'hui congrès. D'autres vous diront également que, mais quel est l'esprit de cette précipitation, alors que nous allons faire les locales également, qui pourrait être un moment de jauge pour le parti, un moment vraiment pour bien apprécier ce que le parti représente. Même si la dynamique mouvance présidentielle est extrêmement présente, cela aurait pu permettre vraiment de savoir en termes de mobilisation, parce que ça peut se compter à l'interne au sein du Parti socialiste. Bon, c'est une autre voie que les socialistes ont choisi en disant nous allons faire notre congrès avant les locales. L'esprit démocratique, je pense que dans un journal d'aujourd'hui, pour le citer du groupe Futurs Médias, donc l'Observateur, elle dit, en tout cas c'est ce que j'ai dit, elle dit qu'elle sera cobaye dans une nouvelle démarche que propose le Parti socialiste, et c'est ce que vient de dire Abdoulaye Wilane également. Tout à fait. Comprenons cela donc en ce sens-là pour dire que l'esprit démocratique, nous l'espérons, sera bien respecté et que s'il faut aller au vote, tout ceci donc se fera dans la transparence. En tout cas, ce n'est que de cette manière-là que les socialistes en sortiront grandis. Merci, Pape Amadou Fall, journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. C'est tout pour Point de Vue, c'est tout également pour cette édition.